une borréliose. Donc je lui dis, écoute, j'ai dit à son père, à sa mère, il faut le traiter parce que c'est pas parce que l'autisme, il faut lui donner des antibiotiques. Et puis, en traitant cette maladie de Lyme, l'autisme s'est amélioré. Et là est partie une autre aventure, et l'aventure des phages, dont je vous parlerai tout à l'heure. Donc vous voyez les rapports intimes qu'il peut y avoir avec des maladies neurodégénératives et ces infections chroniques. Et ça, c'est quelque chose qui est peut-être un peu moins connu. C'est peut-être pour là que je pourrais éventuellement apporter un éclairage par rapport à tout ce que vous savez, parce que vous êtes assez savant sur la maladie de Lyme. Comme tous les patients, tous les gens de famille de patients, vous êtes renseignés sur des tas de trucs. Mais là, je vais peut-être rentrer dans des terrains un peu plus inconnus. Quand on a une infection, où est-ce que sont les infections? Quand on a des infections, voilà à gauche, Borrelia, Mycoplasme, Chlamydia, Bartonella, Babesia, bien entendu, il y a un stress oxydatif, il y a des productions de ce qu'on appelle les cytokines, c'est-à-dire des protéines inflammatoires. J'allais citer quelques-unes, IgE, IR, interleukine, interleukine 8, tumor necrosis factor, enfin peu importe, il y en a toute une papardelle, comme on dit, mais quelques-unes ont été listées. Ces cytokines inflammatoires vont contribuer à agiter, à activer ces cellules mastocytaires dont je vous parlais. Celles qui donnent ces fameuses rougeurs par vasodilatation et réactions un petit peu immuno-inflammatoires de type allergique. Cette inflammation des cellules mastocytaires, par différents mécanismes, est aidée par des cofacteurs qui peuvent être endocriniens, on va les voir tout à l'heure, qui peuvent être aussi d'autres co-infections, qui peuvent être d'une mauvaise digestion de facteurs inflammatoires qu'on a soi-même. Hein, si on a une inflammation de l'intestin, ben c'est une inflammation supplémentaire. Et les barrières, comme les barrières intestinales, il y a deux barrières dans l'organisme. Il y a une barrière intestinale avec le sang, parce que la nature a fait que beaucoup de choses arrivent dans l'intestin et qu'il fallait trier, protéger, donc il y a une espèce de barrière. Avant que ça rentre dans la circulation générale, il y a une barrière, il y a du mucus, il y a des cellules très compétentes qui sont très liées, qui sont comme une palissade, qui laissent rentrer peu de choses, et quand cette barrière, cette palissade est disjointe, elle laisse passer des trucs qui ne devraient pas laisser passer. Et donc il y a non seulement une inflammation, mais une aggravation des titillements, des patrouilles immunologiques qui sont là, et cette inflammation, qui était locale, s'exporte. Et il y a une deuxième barrière, c'est la barrière entre le sang et le cerveau. Blood-brain barrier, BBB, comme les appellent les anglo-saxons. Cette barrière, elle est aussi anatomique, elle existe. Elle a été faite pour que pas trop de choses rentrent dans la tête. Et d'ailleurs, certains médicaments ont du mal à entrer dans le cerveau, et certains, comme on dit, certains produits y arrivent, l'alcool y arrive, des drogues y arrivent, mais en fait, elle essaye d'être assez étanche. Il y a deux endroits où elle n'est pas étanche. C'est du côté de ce qu'on appelle le polygone de Willis, qui est derrière le chiasma optique et qui est très très proche de l'hypothalamus. Là, cette barrière existe moins. C'est comme si la nature avait laissé une porte. Mais même dans les autres choses, l'inflammation peut faire disjoindre cette barrière et faire passer des choses qui ne devraient pas passer. Donc vous voyez, Borrelia burgdorferi ou d'autres, réaction immunitaire avec les cellules mastocytaires, les polynucléaires d'eutrophiles, production de cytokines, activation, passage de la barrière sang-cerveau, SC, la perméabilité est augmentée, activation de la substance à l'intérieur, là ce qu'on appelle la microglie, stimulation des astrocytes, réaction très proche avec la tige d'hypothalamus de l'hypophyse, du coup on peut avoir de véritables réactions neurologiques et neuropsy. Donc c'est une chose qui est très importante parce que ces
L'inflammation, alors celle-là, je l'aime beaucoup. Généralement, les gens disent, oh là là. Bon, alors je vais vous la simplifier. Moi, elle me fait beaucoup rire, mais moi, je comprends que... Voilà. Il y a des cytokines inflammatoires, vous voyez au niveau, là, cytokines, chymokines, médiateurs inflammatoires. Il faut vous dire une chose, et je ne vais pas vous le détailler, sauf si vous me demandez expressément, mais ça me prendrait une petite demi-heure. Ça dérange, ces cytokines inflammatoires dérangent des cascades enzymatiques, et la première qui est dérangée, c'est celle que s'appelle l'IDO, indolamine oxydase, de la transformation du tryptophane en sérotonine. La sérotonine, c'est un antidépresseur naturel que l'on fabrique. Donc, avec une inflammation, biologiquement, on peut être déprimé. C'est pas je suis déprimé parce que je suis malade depuis 3 mois et je ne sais pas où je m'en sors. Je peux être biologiquement avec une baisse de sérotonine parce que j'ai une inflammation. Deuxième neuromédiateur qui est activé, c'est celui du glutamate. Et le glutamate, c'est un précurseur du GABA, l'acide gamma-aminobutyrique, qui est un tranquillisant. C'est un tranquillisant naturel, un anxiolytique naturel qu'on fabrique, que l'on a en nous. Hein, et on le fabrique moins. Voilà. Ben déjà, on peut être déprimé et anxieux, c'est pas mal. Ça commence bien. Et deuxièmement, ça peut agir également sur la dopamine en la diminuant aussi. Donc vous voyez qu'une inflammation, une infection, par le jeu des cytokines, c'est-à-dire des protéines inflammatoires, voilà ce que ça donne. Infection intracellulaire, les cellules mastocytaires, les cytokines, une inflammation chronique, une activation de la microglie, des désordres neurologiques, et le désordre des neuromédiateurs principaux que sont la dopamine, qui est cachée sous la flèche en haut, le GABA, la sérotonine, et un autre qui est l'acétylcholine, qui dans ces cas-là n'est pas trop impliqué. Mais vous voyez que l'attention, le comportement et l'humeur peuvent être donc extrêmement touchés, biologiquement parlant, par une inflammation et une infection chronique. Donc, cette notion de trouble psychiatrique et d'infection est assez ancienne. On la connaissait pour beaucoup de maladies. La psychose aiguë, le chlamydia-pneumoniae, l'encéphalite aiguë, la dépression, avec des tentatives de traitement par antibiotiques, des problèmes de toxoplasmose, la rage barthollénienne. La bartonella, c'est aussi une bactérie qui peut être transmise soit par les tiques, soit par les griffes du chat, quand il se gratte, et puis qu'il se gratte ses corps plus tiques et tout ça, puis il craque, il vous fait un petit griffou, et puis il vous le passe. Moi j'ai un chat, mais c'est dégueulasse un chat, hein. D'accord, c'est la bouche d'un chat, et un chat vous mord, vous êtes sûr d'avoir une infection. Un chien, un peu moins. Hein, c'est parce que d'abord ils sont très carnivores, ils sont tout le temps en train de se lécher les autres. Bon. Affreux, quoi. Bon, d'autres bactéries, hein, des virus, on le sait, peuvent donner des encéphalites, des problèmes psychiatriques et des choses comme ça, par les mécanismes que je vous ai indiqués. Inflammation de la microglie, production de mastocytes, dérèglement des neuromédiateurs. Voilà, grosso modo, vous avez résumé en 4 lignes un travail de plusieurs années. C'est bien ça, c'est toujours... On est peu de choses. Donc voilà. Le Lyme ou les infections froides chroniques, isolées, les borrélias, d'autres co-infections, la candidose aussi, la mycose digestive, hein, qui peut être soit préexistante, peut très bien être une dame ou un monsieur qui a chopé des mycoses, comme on dit. Ou alors un traitement antibiotique un peu trop long, un peu trop appuyé, sans protection, ça vous fait une mycose. Hein, ça, il faut faire attention aussi. Hein, il faut dire à vos amis médecins qui s'occupent de vous de s'occuper de la prévention, s'ils se mettent à traiter une maladie de Lyme, de la prévention d'une mycose qui pourrait venir. Parce que ça peut avoir des conséquences non seulement dérangeantes, du point de vue digestif ou vaginal ou urinaire, mais également, ou digestif, je l'ai déjà dit, mais également sur le plan psychique. Donc voilà, cette facile psychique, est-ce qu'elle est dans toutes les infections chroniques? J'en doute pas, mais enfin, il y a ce que je vous ai raconté qui indique
que c'est possible, quoi, qu'il peut y avoir, qu'il y a en tous les cas, scientifiquement parlant, et ça vraiment c'est pas une vue de mon esprit, c'est quelque chose qu'on peut tout à fait argumenter, il y a toujours ce risque dans les infections. On le connaissait, moi quand j'ai fait ma maladie, on connaissait ce qu'on appelait la patraquerie bruxellienne. Les Bruxella militensis touchaient les vétérinaires, les éleveurs de chèvres, les éleveurs d'ovins. On parlait de la patraquerie bruxellienne. C'est pareil, c'était des douleurs articulaires, c'était des petites fébricules et une dépression profonde. Parce qu'on était patraque. Les gens avaient mal partout, tout le temps, on ne savait pas où. Et beaucoup de vieux vétérinaires ont terminé en maison de repos, comme on dit. D'accord. Et ils ne savaient pas trop comment. Parce que ce n'était pas connu. On savait que ça n'était pas traque, mais on ne savait pas que ça pouvait avoir ses conséquences psychiatriques. Dans la candidose aussi, qui a beaucoup de signes irritatifs, il faut le chercher. Il y a un signe qui est assez intéressant dans la candidose, je l'ai mis en bas, c'est l'envie de sucre. Alors c'est très curieux, parce que le sucre, c'est acidifiant. Tu as fait la chimie orga, vous savez que sucre plus eau égale acide plus méthyle. Oui, C2H4 plus H2O égale CH3 plus COOH. L'équation est correcte. D'accord? Et donc, ça donne une méthylation, c'est-à-dire une espèce de... C'est pour ça d'ailleurs que quand on fermente, on fait de l'alcool et que les premiers alcools sont des acides, en fait, sont souvent acides en même temps. Et donc, cette envie de sucre addictif produit une acidification. Or, les candidoses se développent dans l'acide. C'est comme s'il y avait un signal pervers qui disait « mange du sucre, ça va me faire du bien, mais toi, ça, on s'en fout, tu vas aller de plus en plus mal ». Donc c'est très curieux cette histoire. C'est absolument, c'est merveilleux même, de voir la diablerie d'un candidat. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est assez extraordinaire. Et deuxièmement, il y a ces fatigues importantes et ces modifications psychologiques et cette envie de sucre qui peut être un signe. Donc il y a des liaisons intimes de nombreux cas de figure entre le Lyme chronique et une dépression. Donc Lyme chronique, je vous rappelle, c'est les phases 2 et phase 3. Phase 2 essentiellement inflammatoire, ostéo-articulaire et musculaire. Et phase 3, la partie neurologique, qui n'est pas uniquement des parties douloureuses avec des lancements, des coups de lancette dans les muscles et dans les choses comme ça, mais il peut y avoir, je me suis permis d'insister un peu là-dessus, sur cette partie. Donc si vous voyez quelqu'un qui a une maladie de Lyme et qui commence à ne pas aller bien, c'est pas fort. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas l'envoyer en maison de repos tout de suite. Sauf si vous avez un plan familial diabolique. Ça, c'est autre chose. D'accord? Voilà. Alors la question se pose maintenant. On peut avoir des doutes. On va y voir, on va y revenir tout à l'heure avec les tests. On peut avoir des doutes. Est-ce qu'il faut faire un traitement d'épreuve? Si on est suffisamment convaincu par le fait du mode de vie de la personne, la zone géographique, des histoires de voisinage comparables, un ensemble de signes cohérents. Et vous avez vu qu'il y avait 5 signes. Donc c'est pas j'ai mal à la tête et j'ai mal au coude. D'accord? C'est plus rare ça. Il faut quand même qu'il y ait, c'est une maladie de Lyme. Il faut quand même qu'il y ait, si vous êtes là-dedans, vous pouvez, surtout s'il y a des notions de piqûres de tiques, mais qu'il n'y a pas eu d'auréole, mais je me suis fait piquer souvent, ça m'est arrivé, j'avais un chien, tout ça, je lui ai retiré des tiques. Je sais que ma soeur a été piquée, enfin, vous voyez, je veux dire des choses comme ça. Bon, ce sont des choses comme ça. Vous pouvez commencer un traitement d'épreuve. C'est une épreuve thérapeutique, ça existe en médecine. À ce moment-là, il ne faut pas s'acharner. Ça marche ou ça ne marche pas. Parce que vous ne pourrez pas justifier de le traiter pendant 4 mois sur uniquement de... Je sens que c'est de la maladie de Lyme. Vous voyez ce que je veux dire? C'est normal, il faut quand même, parce que sinon il n'y a pas de limite. Mais un traitement d'épreuve peut être bénéfique, surtout s'il y a ces manifestations neurologiques un peu diffuses, associées aux signes irritatifs et à la fatigue. Donc c'est l'interrogatoire.
qui fait la différence. Le temps qu'on passe. L'anamnèse, c'est-à-dire l'étude des modes de vie, des habitudes de vie, des habitudes du patient, l'histoire de la maladie. Il faut écouter, faire préciser, il faut passer donc du temps à la consultation. J'y reviens parce que c'est fondamental. Sinon, on se fait expédier parce qu'on a des a priori. Alors, toujours dans cette neuroborréliose, un des premiers signes que l'a dit, parce qu'il y a une neuroborréliose, il n'y a pas de problème, on va trouver de la borrelia dans le liquide céphalorachidien. Des anticorps spécifiques anti-borrelia, des signes ambulatoires, des nombres indirects, avec le nombre de globules blancs par millilitre. Même dans des neuroborrélioses activées, il y a les études rétrospectives montrent qu'il y a 30% de faux négatifs. Donc une ponction lambdaire négative n'exclut pas, a priori, un diagnostic de neuroborréliose. Maintenant, on va voir cette réponse immunitaire. Les principaux acteurs de la réponse immunitaire, les voilà. Ce sont les lymphocytes. Ils sont plusieurs catégories. Les lymphocytes T qui vont être activés et qui vont avoir des mémoires spécifiques pour pouvoir réagir. Ça, c'est le système immunitaire acquis, celui qu'on apprend. Il y a des lymphocytes B également, qui eux vont donner des immunoglobulines, des anticorps. Et puis, il y a un autre système qu'on appelle les NK, Natural Killers, les tueurs nés. Ça, c'est le système inné qu'on vous a donné. Et heureusement qu'il existe, parce que l'autre, il apprend. Vous imaginez un enfant qui est le temps qu'il apprend en chopant des trucs. Mais la nature a prévu que maman, papa aussi, mais maman surtout, lui a donné son système immunitaire. Et son système immunitaire donné, gratis rodéo à la naissance, va pouvoir lui permettre d'attendre le temps que son répertoire de lymphocytes se fasse. Surtout ces lymphocytes mémoire. Ceux qui vont, quand l'antigène va revenir, se souviendra. Je l'ai déjà vu. Je l'ai déjà vu, je suis prêt. Je peux déclencher mes petits camarades de lymphocytes, je peux l'attaquer directement et déclencher mes camarades de lymphocytes B pour qu'ils produisent des anticorps très vite. C'est comme ça que le système immunitaire fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très caricatural. Je prie les gens très savants de l'assistance de bien vouloir me pardonner, mais c'est comme ça que ça se passe. Et les lymphocytes natural killers, et c'est pour ça qu'une analyse d'un patient dont on soupçonne une maladie chronique infectieuse, il faut analyser ces trois composantes. Alors vous voyez qu'ils reposent sur les tests sont différents. Pour les immunoglobulines, c'est les sérologies, le fameux test ELISA et Western blot. Blot, ça veut dire l'agglutination. Et on présente le sérum du patient devant une rampe d'antigènes spécifiques, on fait diffuser, et s'il y a blot, c'est-à-dire agglutination, ça veut dire qu'il y avait des anticorps dans le sérum spécifiques de cet antigène, de la rampe d'antigène. Et selon le profil des blots, c'est-à-dire des agglutinations, et la taille et l'importance, on en décrit une réponse positive ou négative et une orientation vers une espèce de borrelia plutôt qu'une autre. Et selon, théoriquement, ce que l'on nous a appris, c'est que les premières immunoglobulines qui sortent, c'est les immunoglobulines de type M. Et ensuite, ce sont les G. Donc on vous dit, s'il y a une sérologie positive en G et pas en M, on dit c'est une histoire ancienne. Et sinon, donc, oui, vous avez été en contact avec la borrelia, je ne le nie pas, mais c'est fini. Vous n'avez pas de M, donc vous n'avez pas d'infection active actuellement, ou récente. Ça, c'est vrai pour une bactérie qui affronte le système immunitaire à visage découvert. Donc, il y a une corrélation
entre le taux d'anticorps et ce qu'on appelle la charge bactérienne. Mais dans une bactérie qui se planque, qui ressort, qui se planque, qui ressort, cette belle ordonnance dans le temps des M et puis des G ne peut pas se faire. Elle ne peut pas se faire. Et c'est pour ça, et pas uniquement pour Borrelia, qu'on ne peut pas faire dire à un test sérologique ce qu'il ne peut pas dire. Il ne peut pas dire dans une infection intracellulaire chronique si avec G et M on y est ou on n'y est pas. Et il n'y a pas, on peut être très malade avec très peu d'anticorps et très peu malade avec beaucoup d'anticorps. Il n'y a pas corrélation entre le taux d'anticorps, alors que dans beaucoup de maladies, on vous dit, est-ce qu'il y a une augmentation significative du taux d'anticorps? Donc on vous refait une sérologie 3 mois après ou 2 mois après. C'est ce qu'on fait en biologie. Hein, je l'ai fait. Voilà. Pour certaines bactéries, ça marche. Pas pour ça. Parce qu'elles se planquent. Parce qu'elles ne se montrent pas. Elles n'affrontent pas le système immunitaire. Elles font de la guérilla. Mettez-vous cette histoire dans la tête. Elle fait de la guérilla. Si on l'agresse, elle se planque. Elle se protège. Et elle ressort. Donc elle joue. Elle n'est pas diabolique. Elle fait comme ça. C'est son moyen de résister. D'accord, ok? Alors l'hélispot a été fait pour détecter si ces lymphocytes mémoire sont toujours là. Donc on représente des antigènes. S'ils se transforment en lymphoblastes, enfin peu importe s'ils se transforment, s'ils s'excitent, si on peut dire, ah, vous voyez, c'est qu'il y a une infection. Parce qu'il y a encore des lymphocytes excités, si je peux m'exciter. Alors, il y a 2 inconvénients. C'est que les lymphocytes peuvent s'exciter sur plusieurs choses. C'est un test fragile parce qu'il peut y avoir de l'antigénicité croisée avec beaucoup de choses. Cette excitation peut s'éteindre parce qu'on a donné des corticoïdes dans notre traitement et tout ça s'est modifié. Un test fragile. Et elle ne dure pas très longtemps. C'est-à-dire que cette excitation ne saurait traduire, elle traduit quelque chose de récent. On dirait c'est bien, parce que je veux savoir si justement j'y suis ou j'y suis pas. Donc si le TTL, le test de transformation lymphoblastique ou l'hélispot est positif, il n'y a pas de faux positif. D'accord? S'il est positif, c'est que vraiment il y a une information récente sur les lymphocytes. S'il est négatif, ça ne veut pas dire grand-chose. Donc il est embêté. La sérologie, si elle est négative, ça ne veut pas dire grand-chose. Et le test de transformation lymphoblastique ou l'hélispot, il y a des faux négatifs, quelquefois jusqu'à 50%, ce qui est même pas mal. Alors on me dira, non, c'est pas vrai, moi je connais des laboratoires, ils annoncent 80-85% de sensibilité. Ouais, c'est la sensibilité sur les gens malades. Donc le test de transformation lymphoblastique est très efficace quand il y a une reprise des symptômes importante. Mais dans une intervalle entre 2 crises, si je peux m'exprimer ainsi, il ne sera pas très efficace. Hein? Les tests, ils sont chacun leur qualité et leurs défauts. On ne peut pas faire dire en test ce qu'il ne peut pas dire. Donc, il ne faut pas dire les Western blots c'est de la moue, les ELISA, non, c'est des ELISA et des Western blots. Ils font ce que un ELISA, un Western blot sait faire. Qu'ils ne correspondent pas à la situation, c'est autre chose. Mais ils ne sont pas mauvais, trafiqués, bidules et tout ça. Moi, je ne suis pas dans la théorie du complot, vous voyez ce que je veux dire. Ils disent qu'est-ce qu'ils peuvent dire. Et pour les hélispots, c'est la même chose. Donc,